Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ce mardi 19 août, Nikola Tenzer a publié depuis la plateforme X un tweet accusant directement le média France Info de propagande russe. Il a écrit, je cite, « Bref, ce truc de pure propagande russe est une honte et une indignité. Il doit être détruit et son auteur viré. » Pour contexte, le 14 août, le média France Info a publié un reportage intitulé « Guerre en Ukraine, la ville de Mariupol, vitrine de la conquête russe ». Ce reportage de 3 minutes raconte la reconstruction de la ville ainsi que sa russification. Par la suite, ce reportage a été supprimé de la plateforme X. Alors pour en parler aujourd'hui, je suis avec Charles d'Anjou, président d'Omerta. Bonjour Charles, et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce Nikola Tenzer ? Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Alors pour rappeler Nikola Tenzer, on peut aller simplement sur sa fiche Wikipédia qui est assez bien faite. Et on peut rappeler que c'est un haut fonctionnaire français, diplômé de Normal Sup, diplômé de l'ENA, et qui se passionne depuis plus de 30 ans pour les affaires stratégiques liées à la défense, aux affaires étrangères. Que d'ailleurs Éric Dénessé, le regretté Éric Dénessé, notre ami, avait bien connu. Et il m'avait dit d'ailleurs que avoir collaboré avec Nikola Tenzer il y a un peu plus de 20 ans et s'en être éloigné parce que Nikola Tenzer avait pour projet de devenir président de la République, rien que ça. Et je dirais, Eric avait décelé chez cette personne des problèmes un peu des difficultés à manager une équipe, on va dire ça comme ça, on va rester poli, et des ambitions complètement démesurées, complètement folles. On va y revenir, mais Nikola Tenzer s'est toujours vu un destin dans les affaires internationales, dans les affaires stratégiques, bien que n'ayant occupé aucun poste, à part effectivement des postes dans des organismes étrangers, dans des organismes américains. Et alors là, je vais prendre sa fiche Wikipédia, comme ça ce ne sera pas contestable, c'est Wikipédia, on peut rien dire. Et de rappeler qu'en 2022, il rejoint le Center for European Policy Analysis, donc un think tank néoconservateur teinté affilié au Parti démocrate. Que de 2021 à 2023, il est membre de Desk Russie. Donc Desk Russie, c'est en fait l'opposition radicale à Vladimir Poutine. De rappeler aussi qu'il a été membre de l'Institut Aspen. L'Institut Aspen, c'est un institut de lobbying américain en Europe. Et enfin de rappeler qu'il a rejoint le think tank Eurocreative. Alors Eurocreative, c'est un think tank français, je dirais complètement néoconservateur, mais installé en Europe et qui pompe les subventions de l'Union européenne pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc Nikola Tenzer, je dirais une carrière de haut fonctionnaire classique, je dirais sans éclat. Et je dirais pour passer le temps et par passion, eh bien il s'est mis il a travaillé pour ces organismes en fait atlantistes, hein, clairement néoconservateurs. Et depuis 3 ans, il se passionne pour la guerre en Ukraine. Alors il a toujours été très anti-russe, radical, on va dire, mais la guerre en Ukraine lui a offert une tribune médiatique qu'il n'a jamais eue. Il a sorti de nombreux ouvrages, mais qui n'ont jamais été des succès de librairie. Alors là, il essaie de nous vendre son ouvrage sur l'Ukraine, qu'il a appelé Notre guerre, ce qui veut dire que la position de Nikola Tenzer, c'est vraiment la position la plus radicale des néoconservateurs français. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que, puisque notre dernier magazine traite des néoconservateurs, il est très important de comprendre que ces néoconservateurs, ce courant politique, ces groupes, ces réseaux qui au départ sont américains, eh bien ont trouvé des relais, ont créé des relais en Europe, des relais très forts, notamment dans la sphère médiatique. Évidemment, le grand public ne connaît pas tout ça, mais eux, leur objectif, c'est pas d'être en campagne électorale sur le terrain, sur les marchés, etc. Leur objectif, en fait, c'est la manipulation de l'opinion publique et de la classe politique par un lobbying et une pression, un entrisme médiatique qui leur fait aujourd'hui d'ailleurs verrouiller la plupart des médias mainstream sur la question de la guerre en Ukraine. C'est assez hallucinant, mais Nikola Tenzer a table ouverte partout depuis 3 ans.
Et on voit qu'à chaque fois, c'est le tapis rouge. Et c'est le tapis rouge aussi parce qu'il est craint. Et pourquoi est-il craint? Parce il peut se montrer extrêmement agressif. Et on va y revenir. C'est notamment la question que tu soulèves à propos de France Info. Nicolas Tenzer est vraiment un excité de la propagande pro-ukrainienne. Je dirais c'est parmi les plus radicaux. Voilà. Donc cette guerre en Ukraine, pour lui, c'était inespéré parce qu'effectivement, étant resté dans l'ombre durant l'essentiel de sa carrière, malgré des heures passées à écrire des livres, il a, grâce à la guerre en Ukraine, je dirais un espace médiatique où il peut déverser son fiel et ses théories les plus délirantes. Et donc concrètement, que reproche-t-il à ce reportage publié par France Info? Alors ce qui lui est insupportable, et c'est la raison de ce tweet complètement excité, ce qui lui est insupportable, c'est que ce reportage vienne sur un média du service public, qui plus est un média qui est plutôt classé à gauche. Bon, on n'est pas encore sur France Inter, sur le niveau de gauchisme de France Inter, mais France Info n'a jamais été, toujours été considéré comme un média plutôt vraiment d'apparatchik, un média plutôt à gauche. Voilà. Et ça, effectivement, qu'il y ait un reportage factuel sur France Info, pour lui, c'est l'horreur absolue parce que normalement, ces médias, comme d'ailleurs LCI et BFM, pour ces propagandistes ukrainiens, pour ces néoconservateurs, ce sont des médias qui ont été verrouillés par le système, qu'ils ont déjà verrouillé depuis longtemps. Bernard-Henri Lévy est sur le LCI chaque semaine. Nicolas Tenzer fait plusieurs plateaux chaque semaine sur différents médias, de médias privés, médias publics. Pour eux, tout ça, c'est déjà acquis. Toute la sphère mainstream est acquise. Elle est aujourd'hui orientée, bon gré mal gré, vers la propagande pro-ukrainienne, vers la propagande pro-démocrate anti-Trump, vers la propagande anti-Poutine. Tout ça est acquis. Et là, effectivement, quelque part, ce reportage sur France Info, c'est un acte d'insubordination. Et je dirais le chef, puisque Tenzer se comporte comme s'il était le directeur général de France Info, comme s'il était le chef, comme s'il était l'autorité morale qui peut décider du droit de vie, qui a droit de vie ou de mort sur les journalistes parce que en fonction de ce qu'ils publient, en fonction de leur réalisation, eh bien le petit Nicolas Tenzer n'a pas supporté cette production de France Info et a décidé de punir le journaliste en demandant simplement qu'il soit viré et que le reportage soit effacé. Voilà, rien de moins que ça. Donc, quelle est la légitimité, Nicolas Tenzer, pour décider du droit de vie ou de mort professionnel d'un journaliste sur France Info? Absolument aucun. Mais c'est la particularité des néoconservateurs. Comme ce sont des réseaux extrêmement puissants, notamment dans la sphère politico-médiatique, en fait, ils ont tous les culots et ils n'ont aucun complexe. Et en fait, ils appuient sur le bouton, vous savez, comme dans l'Antiquité, dans l'amphithéâtre à Rome, lors des combats de gladiateurs, ils lèvent le pouce ou ils baissent le pouce en fonction de qui ils veulent voir poursuivre son travail, ou alors qui ils décident finalement de débrancher et de faire virer. Voilà, donc Nicolas Tenzer, je dirais, par ce tweet, exprime sa haine et son caprice de voir simplement des images qui ne devraient pas exister, les images de la réalité qui lui sont insupportables et qui viennent contredire le discours qu'il sort à longueur de plateau de télévision. J'ai vu qu'il avait dit d'ailleurs qu'à Mariupol, il y avait eu 70 000 morts. Mais quand vous prenez la fiche Wikipédia consacrée à la bataille de Mariupol, la fourchette des morts est indiquée entre 8 000 et 75 000 morts. Ce qui veut dire que Nicolas Tenzer, quand il sort 70 000 morts, sort un chiffre de son cerveau, mais un chiffre qui est invérifiable, puisque même Wikipédia n'arrive pas, donne une fourchette qui est extrêmement large. Le chiffre des morts à Mariupol, et il y a eu des morts civiles à Mariupol, évidemment, ça a été une bataille extrêmement dure, mais il n'est connu de personne, sauf peut-être des Russes qui n'ont jamais communiqué dessus, parce que simplement, les cadavres qui ont été récupérés, les cadavres de civils récupérés à Mariupol, ils l'ont été par les Russes et pas par les Ukrainiens, puisqu'il n'y avait plus d'administration ukrainienne. Donc,
le chiffre des morts à Mariupol est impossible à établir, sauf si les Russes décidaient de communiquer dessus avec des chiffres nets. Voilà. Donc, personne, évidemment, il y a eu des morts à Mariupol, mais personne ne peut sortir un chiffre. C'est comme les chiffres sur les morts des soldats russes, le nombre de soldats russes morts pendant la guerre en Ukraine. Il n'y a aucun chiffre officiel. Les chiffres qui sont repris par ces propagandistes pro-ukrainiens sont les chiffres du renseignement britannique. Mais évidemment, la Grande-Bretagne, comme ennemi historique de la Russie, et je dirais qu'en première ligne dans cette guerre de soutien à l'Ukraine, a tout intérêt à maximiser, à augmenter le nombre, à mentir sur le nombre des morts russes au combat depuis 2022. Donc ces sources en réalité ne sont pas fiables. Il n'y a pas de source fiable pour établir le nombre de morts, que ce soit de l'armée ukrainienne, que ce soit de l'armée russe, mais aussi, et en ce qui nous concerne ce matin, en ce qui concerne le nombre de morts civiles à Mariupol. C'est impossible, voilà. Donc, Tenzer annonce un chiffre qui vraisemblablement est malhonnête, qui est inventé, qui est invérifiable. Et c'est toute la méthode de ces néoconservateurs et de Nicolas Tenzer, c'est-à-dire de balancer comme ça des affirmations que le grand public croit ou ne croit pas, mais que pour la plupart, en réalité, il est incapable lui-même de démontrer. Voilà. Et donc c'est toute la malhonnêteté, la perversité de ce genre de raisonnement, c'est que c'est essentiellement tourné vers la manipulation de ceux qui l'écoutent et de ceux qui le regardent. Alors ce média, il est accusé de propagande alors qu'il est simplement allé sur le terrain et a rapporté des faits. Est-ce qu'au contraire, on n'assisterait pas plutôt à une propagande ukrainienne, comme l'illustre ce tweet ? Oui, bien sûr, c'est un tweet de pure propagande. De toute façon, tout ce qui sort de la bouche de Nicolas Tenzer, ce n'est ni de l'analyse, ni de rapporter les faits, ni d'ailleurs de se placer du point de vue des intérêts français. C'est toujours depuis 3 ans, voire au-delà, mais ça s'est accéléré, ça s'est radicalisé. On voit qu'il a vrillé là. Il est parti très très loin dans son raisonnement, on va dire ça comme ça. Tout est de la propagande, de l'ultra-propagande pro-ukrainienne, de la propagande pro-OTAN et de la propagande du Parti démocrate. Il est extrêmement hostile à Donald Trump, simplement parce que Donald Trump, je dirais, malgré son activisme diplomatique, a décidé de mettre le holà à l'interventionnisme américain, cher aux démocrates depuis très longtemps, depuis Madeleine Albright avec l'ex-Yougoslavie, depuis le Kosovo, depuis la guerre en Irak, etc. Toutes ces guerres que les néoconservateurs ont poussées et ont vendues à l'opinion publique occidentale comme des guerres pour sauver la démocratie, etc. Tout ça a été faux, tout ça a été des mensonges. Et là, Tenzer, eh bien, il a fait de la guerre en Ukraine, je dirais, le combat de sa vie. D'abord parce que ça lui rapporte, ça lui permet de vendre ses livres. Ça lui permet aussi, en termes d'image et pour son ego, eh bien, vous savez, c'est la maladie des gens qui ne vivent plus que pour se voir à la télé. Ça, c'est une maladie assez courante dans la sphère médiatique, j'ai pu le constater. Il y a des gens qui, quand ils ont goûté à la télé, quand ils ont goûté à l'image, à leur propre image dans un poste de télévision, eh bien, ne peuvent plus s'en défaire. Et Tenzer, c'est exactement ça. Et simplement, il parlerait de choses anodines, je dirais, ça n'aurait pas d'importance. Là, simplement, il pousse une cause étrangère qui est la guerre en Ukraine, la cause ukrainienne, je dirais comme l'alpha et l'oméga de ce que devrait être la diplomatie, la politique étrangère, la politique de défense française. Ce qui évidemment est extrêmement dangereux, ce qui évidemment est extrêmement malhonnête. Il sert clairement la cause des néoconservateurs américains. Et là, ce qui le dérange avec France Info, c'est évidemment que pour lui, il n'est pas possible de montrer la réalité telle qu'elle est, les faits tels qu'ils sont. Tout doit être passé, toutes les images, tous les reportages, tout ce qui est produit sur l'Ukraine doit être passé par les fourches codines de la propagande pro-ukrainienne, quitte à s'arranger du réel, quitte à modifier, à travestir le réel. Tout ce qui peut montrer, je dirais, des images, une réalité qui n'est pas
profitable à Zelensky, à son gouvernement, à l'armée ukrainienne, n'est pas diffusable. Voilà. Même si ce n'est pas de la propagande pro-russe, si c'est uniquement relater les faits et ce qui se passe sur le terrain, comme ça a été fait par France Info à Mariupol, avec des images et un récit extrêmement neutre, eh bien c'est déjà de la propagande pro-russe. Donc c'est indiffusable. Voilà. Donc on est vraiment là sur du dingo plus, sur du propagandiste absolu. Et évidemment, toute sa démarche et toute son œuvre s'inscrit contre l'éthique du journalisme et aussi contre l'honnêteté, parce que le réel doit s'adapter nécessairement, doit être transformé pour répondre à ses objectifs de propagandiste, à ses objectifs idéologiques pro-ukrainiens. Voilà, quitte à effectivement mentir ou manipuler, ça c'était pas grave, je dirais c'est une guerre totale, et dans une guerre totale, toute la propagande doit être au service et doit être orientée vers l'objectif. Et là, l'objectif de Nicolas Tenzer, c'est non seulement de faire gagner l'Ukraine, ce qu'il croit possible, et deuxièmement, c'est de faire tomber la Russie et de faire tomber Vladimir Poutine. Voilà les objectifs de Nicolas Tenzer. Voilà. Le réel ne compte pas, seul compte la réalisation de ses objectifs. Alors, autre question, pourquoi est-ce que Nicolas Tenzer s'acharne sur France Info? Est-ce qu'il y a une réponse de la part de ce média? Alors le reportage de France Info à Mariupol, eh bien, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un reportage factuel sur la réalité de ce qui est devenu la ville après 3 ans de reconstruction russe. Il faut dire que parfois sur le service public, on a de bonnes surprises. Ce reportage est vraiment juste le reflet de l'exacte réalité. Il n'y a pas de propagandiste pro-russe évidemment sur France Info. Il y a juste parfois des journalistes honnêtes, il faut le souligner. Et ce reportage, eh bien, qu'est-ce qu'il montre? Il montre simplement que la ville, ayant été placée comme priorité absolue par Vladimir Poutine pour sa reconstruction, car le président russe souhaite en faire la vitrine de la Russie dans ses nouveaux territoires conquis en 2022, eh bien, a décidé de remettre complètement la ville à neuf. Et c'est ce qui a été fait avec un budget certainement colossal. Et des priorités qui étaient claires, c'était d'abord de remettre en état les immeubles d'habitation. Certains avaient été extrêmement dégradés par les bombardements. On en parle d'ailleurs sur l'application Omerta, où on réalise une petite série de témoignages, de récits, de carnets de guerre en gros de la bataille de Mariupol, puisque j'ai eu la chance d'y participer avec l'équipe de TF1 et de LCI. Donc les immeubles d'habitation, énorme travail réalisé sur les façades, à l'intérieur pour les remettre en état, des appartements d'ailleurs remis clé en main aux habitants, et aussi évidemment les infrastructures, parce que sans les infrastructures, eh bien, la vie n'est pas possible. Donc remise en état des conduites de gaz, d'eau, de l'alimentation en électricité et réfection des routes systématiques. Tout ça évidemment s'est passé avant je dirais l'énorme chantier des usines de Mariupol qui ont été détruites, notamment Azovstal et Illich. Ça c'est certainement des projets qui s'étaleront sur plus de 10 ans. Il est peu probable que ce soit qu'elles puissent être remis en état, ou alors partiellement, le reste partira à la ferraille. Donc c'est des sites qui sont extrêmement protégés en ce moment pour éviter que les maraudeurs et les gens qui souhaitent revendre du métal un peu partout puissent avoir accès au site. Ces 2 épaves industrielles en fait sont extrêmement protégées, c'est assez impressionnant. C'est assez difficile d'accéder dans l'immédiate proximité de ces 2 sites. Mais on vous mettra quand même des photos sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour vous montrer un petit peu, puisque j'y suis en ce moment. Donc on va vous faire partager un petit peu cette réalité de Mariupol, puisque Nicolas Tenzer a décidé d'en parler, on va en parler. Et donc pour revenir à ce reportage, voilà, c'est simplement l'état de la ville aujourd'hui. C'est extrêmement factuel, il n'y a aucune propagande. Il y a, je dirais, pas grand chose à redire sur le fond de ce qui est montré.
Il y a des villes qui seront détruites dans le Donbass par les combats, qui ne seront certainement jamais reconstruites. Mariupol, c'est le cas, parce que Mariupol a un potentiel énorme, notamment d'ailleurs, d'abord il y a le port évidemment de Mariupol qui est important, mais aussi il y a le potentiel pour en faire une station balnéaire comparable à celle d'Odessa sur la mer Noire. Il y a vraiment toutes les conditions, c'est une ville qui est verte, c'est une ville qui est ancienne, c'est une ville qui dispose vraiment des infrastructures aujourd'hui pour pouvoir devenir un peu le nouveau Sotchi. Sotchi, c'est la station balnéaire russe sur la mer Noire qui est à la mode, mais qui en fait est complètement saturée l'été. Et les Russes qui, je dirais, pâtissent des sanctions, puisque les visas pour eux sont, je dirais, plus difficiles à obtenir pour l'Europe, aujourd'hui, et aussi par patriotisme, se tournent aujourd'hui vers un tourisme national, mais simplement les capacités touristiques russes sont, je dirais, limitées, et donc les Russes ont besoin de nouvelles stations balnéaires, et Mariupol est redevenu, et va devenir une des stations balnéaires majeures de la Russie de l'après-guerre. Par ailleurs, dans ce reportage, c'est assez frappant puisque les habitants de Mariupol se revendiquent ni russes ni ukrainiens pour la plupart, mais simplement habitants de Mariupol, et ils n'ont pas l'air non plus d'avoir de l'amertume envers les Russes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Oui, alors les habitants de Mariupol, ils sont en partie revenus, la vie a repris son cours normal, à part effectivement les usines dont je parlais qui ont fermé, qui resteront fermées parce que simplement elles ont été détruites. L'activité professionnelle a repris, les commerces sont pour beaucoup réouverts, les gens se sont réinstallés dans leurs appartements, qui ont été, je dirais, la priorité, je le disais, de la reconstruction faite par les Russes. Ce qu'il faut noter, c'est que une partie de la population qui a évacué vers la Russie en 2022 ne reviendra pas ou pas tout de suite à Mariupol, et ça se voit un peu dans les rues. Tout simplement parce que ces gens ont pour la plupart refait leur vie en Russie, ils ont trouvé du travail. Il faut savoir qu'à Moscou, le taux de chômage est d'1%, ce qui veut dire que les gens aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, trouvent très facilement du travail en Russie, il n'y a pas de chômage. Donc beaucoup d'habitants de Mariupol ont refait leur vie ailleurs et ne reviendront pas ou ne reviendront pas tout de suite dans la ville. Sinon, effectivement, le reportage est tout à fait honnête. La ville a, je dirais, repris une activité normale. Et on peut voir d'ailleurs, il y a une activité estivale qui est tout à fait comparable à celle de stations balnéaires qu'on peut trouver en France. Les gens sont sur les plages, les enfants sont dans les parcs. Enfin, la vie est redevenue tout à fait normale. La ville porte encore les stigmates de la guerre évidemment, mais là c'est plus dans des zones résidentielles, sur des maisons d'habitation, ou sur des bâtiments, je dirais, industriels. Là effectivement il n'y a pas eu de reconstruction, mais en tout cas tout ce qui est, je dirais, à 80%, les infrastructures et les immeubles de la ville ont aujourd'hui été complètement remis en état. Et je le disais, ça donne, on voit bien le sens que veut donner le Kremlin à cette reconstruction, c'est vraiment d'en faire la vitrine de la Russie dans ces nouveaux territoires, et aussi une station balnéaire pour les Russes. Et d'ailleurs, il faut noter, c'est une ville qui est épargnée par les bombardements ukrainiens, certainement parce qu'ils considèrent que ce serait très mauvais politiquement en termes de communication de bombarder cette ville de Mariupol. Donc cette ville, elle est préservée. On voit de temps en temps le soir des roquettes ou des drones qui passent, mais ils sont en direction de Krasnodar ou de Rostov. Il n'y a pas d'attaque sur cette ville de Mariupol de la part de l'armée ukrainienne. Et la vie est tout à fait agréable et tout à fait normale. Donc le reportage de France Info, de ce point de vue-là, effectivement, est factuel, et il n'y a rien à redire sur le contenu de ce reportage. Et ce qu'on peut ajouter pour bien répondre à ta question, c'est que les habitants de Mariupol aujourd'hui sont tous devenus russes. D'abord, ils étaient tous russophones avant la guerre, mais surtout ceux qui, je dirais, se sentaient plus ukrainiens que russes sont partis de la ville au moment où c'était encore possible, avant qu'elles soient encerclées. Et ensuite, pendant plus d'un an, il était possible de rejoindre l'Ukraine par il y avait une route d'accès que nous avons filmée d'ailleurs avec
nos auditeurs peuvent retrouver dans nos reportages consacrés à l'Ukraine sur notre application mobile, il y avait une route effectivement qui permettait le passage de la Russie vers l'Ukraine et de l'Ukraine vers la Russie, près de Zaporozhye, qui a fonctionné jusqu'à, je crois, mi-2023, avant d'être fermé. Il y a aujourd'hui plus de points de passage entre les deux pays. Mais à l'époque, il y avait ce point de passage qu'on a été filmé. Et effectivement, à ce point de passage, on voyait des Ukrainiens qui revenaient vers Mariupol et aussi des Russes qui partaient, ou des Ukrainiens en tout cas, mais présents sur le territoire russe, qui souhaitaient rejoindre l'Ukraine. Voilà, donc aujourd'hui la réalité c'est que tous les Ukrainiens qui habitaient à Mariupol avant la guerre et qui sont restés ont aujourd'hui le passeport russe qui leur permet, qui leur donne accès aux aides sociales, au marché de l'emploi, etc. Donc je dirais le sujet c'est pas un sujet entre les gens, et quand on parle avec dans les cafés, dans les espaces publics avec des habitants, ce sujet n'est jamais mis sur la table. Les gens aujourd'hui ont refait leur vie, on voit que l'aide russe, la reconstruction russe aujourd'hui, finalement elle est, je dirais, perçue de manière extrêmement positive par les habitants. On ne sent pas du tout d'hostilité vis-à-vis de la Russie, il n'y a pas de dégradation des symboles russes dans la ville, et la ville est très grande et il n'y a pas de caméra donc je dirais si les dégradations seraient tout à fait possibles sans que leurs auteurs ne soient inquiétés ou arrêtés par la police, mais il n'y a rien de tout ça. Voilà, la ville est extrêmement sereine, les gens font leurs courses, les gens vont au marché, les gens vont sur les plages. Je dirais pour ces populations russophones qui ont eu le passeport soviétique, qui ensuite ont eu le passeport ukrainien et qui maintenant ont le passeport russe, aujourd'hui la priorité, ils le savent, c'est de refaire leur vie, de retrouver un travail, de reconstruire leur maison, de retrouver leur famille dans une ville qui est devenue, je dirais, une priorité pour l'État russe, comme Moscou l'a toujours été. Moscou a toujours été une priorité de Vladimir Poutine qui a souhaité en faire la vitrine de la modernité et de la tradition russe. Eh bien Mariupol, c'est exactement la même chose, et les habitants le savent, et quelque part je dirais ils voient bien les bénéfices qu'ils en tirent, et aussi je dirais pour ces russophones je dirais c'est aussi pour beaucoup je dirais une nouvelle vie qui démarre, avec des possibilités qui seront peut-être, pense-t-il, en tout cas c'est ce que beaucoup nous ont dit, plus importantes que sous l'Ukraine. Je pense que cette affaire de Nicolas Tenzer et de France Info, elle est révélatrice de la pression que subissent les médias mainstream lorsqu'ils essaient de faire un travail un tant soit peu honnête et factuel, et qu'en réalité ces médias mainstream sont sous la coupe, sous la surveillance d'une petite bande on les appelle les néoconservateurs. On en traite dans le dernier magazine que j'invite nos auditeurs à se procurer pour pouvoir nous soutenir. Et concrètement, ces médias sont sur la surveillance de cette petite clique de néoconservateurs qui fait la police de la pensée. C'est une espèce d'un petit peu d'organe de répression idéologique. Quand un média essaie un tant soit peu de faire son travail, il est rappelé à l'ordre. On demande à ce média de virer le journaliste qui n'a pas suivi la ligne de cette petite équipe. Et on accuse évidemment tous ceux qui essaient de montrer la réalité du terrain, la réalité des faits, de mettre un peu d'analyse basée sur, je dirais, du vécu et l'observation des faits, et bien de complotistes, d'extrême droite, etc., etc. Les noms d'oiseaux fusent. En réalité, quand on regarde d'ailleurs le visage de Nicolas Tenzer lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle de la Russie, lorsqu'il parle de Donald Trump, on voit toute la haine de ce petit personnage qui d'ailleurs n'a pas le courage d'aller défendre l'Ukraine lui-même. Je rappelle à Nicolas Tenzer que dans l'armée ukrainienne, il y a des gens de 60 ans, de 70 ans. Dans l'armée russe, c'est pareil d'ailleurs. Et que je crois qu'il en a 63, si mon souvenir est bon, et qu'il pourrait aller dans la tranchée avec les Ukrainiens pour se battre, si vraiment il voulait montrer l'exemple. Mais Nicolas Tenzer est le révélateur parfait
de ces donneurs de leçons, de ces propagandistes, de ces petits excités de bureaux et de plateaux de télévision, qui croient que la guerre est un jeu parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais assumé, ne l'ont jamais vécu, et resteront toujours bien planqués à l'arrière, et en fait envoient comme ça dans la guerre les paysans, les ouvriers ukrainiens, le petit peuple d'Ukraine, pour lequel il n'a en fait aucune considération, et qu'ils considèrent comme finalement l'instrument de réalisation de leur idéologie, de leur vue sur le monde, de leur plan pour le monde. Les néoconservateurs, Nicolas Tenzer, veulent changer le monde. La France, je dirais, est un espace trop petit. Tout ce qui se rapporte au patriotisme est quelque part dérangeant pour ces gens. Ils ont des visées pour le monde, et ils ont des visées en ce moment pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine était et devait être le proxy qui permettait de déstabiliser la Russie de Poutine, qui les dérange profondément depuis plus de 30 ans. En réalité, dès que Poutine a décidé de régler le problème du djihadisme en Tchétchénie et de la rébellion tchétchène, il est devenu, et de mettre sous coupe réglée les oligarques, il est devenu l'ennemi de cette petite caste. Et effectivement, l'Ukraine est l'instrument pour déstabiliser la Russie. Simplement aujourd'hui, comme ils ont perdu le soutien américain, ils se retrouvent un peu seuls. Donc, ils sont de plus en plus excités, de plus en plus radicalisés, et ils veulent envoyer les armées européennes aux côtés de l'armée ukrainienne. Mais je le dis effectivement, ce petit personnage, comme d'ailleurs BHL, ne sont que de petits clowns malhonnêtes, et en plus, je dirais quelque part aussi des lâches, parce que envoyer les autres à la boucherie, envoyer les autres à la guerre, pour être crédible, il faudrait qu'il soit lui-même prêt à assumer dans les actes ce qu'il raconte sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire de mettre un treillis, de prendre un fusil d'assaut et d'aller dans les tranchées quelque part pour soutenir l'Ukraine, pour faire la guerre. Et évidemment, il en est incapable. La guerre, c'est pour quelque part, entre guillemets, c'est pour les prolos. Lui préfère, je dirais, commander à distance, manipuler à distance, faire sa propagande à distance, en restant évidemment bien loin de tout ce qui le rapproche de la réalité de la guerre, qu'il est de toute façon incapable d'assumer. Je crois que c'est tout à fait le genre de personnage qui, quand il sort faire ses courses, doit baisser la tête en portant ses sacs et en frôlant les murs pour éviter qu'on le reconnaisse. Parce qu'effectivement, ce genre de personnage, je dirais, qui appelle en permanence à la guerre et à la violence, est tout à fait incapable de l'assumer. Voilà. Donc c'est ce genre de personnage auquel on est confronté, qui s'est opposé à Omerta, qui s'est étonné que Omerta ne soit pas encore fermé, et qui, je dirais, accuse tout ce qui n'est pas exactement aligné sur sa ligne d'être du complotisme ou de la propagande pro-russe. Voilà. Donc pour lutter contre ce genre d'individus et pour lutter contre les idées qu'ils profèrent, chers amis auditeurs, soutenez Omerta. Procurez-vous le dernier magazine qu'on a consacré justement aux néoconservateurs, à ce cancer qui, je dirais, qui a des prétentions sur le monde entier, qui souhaite faire des leçons de morale au monde entier, et qui surtout a verrouillé aujourd'hui l'espace politico-médiatique mainstream en Europe, raison pour laquelle, si vous souhaitez avoir accès à ce qui se passe réellement dans ce conflit en Ukraine, regardez nos reportages sur l'application mobile, procurez-vous nos magazines et soutenez-nous en adhérant à cette chaîne YouTube, en likant, en commentant, en partageant cette vidéo. Sans votre soutien, de toute façon, ce travail est impossible. Et pour que nous puissions continuer, nous qui n'avons aucune subvention publique, il faut absolument que vous nous souteniez. Voilà les amis, excellente journée et restez connectés parce que on va reparler de Mariupol sur cette chaîne très bientôt. Merci beaucoup Charles pour vos réponses et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très vite.